Hello ma beauté. Comme tu le sais déjà, moi, c'est Tess. Dans ce podcast, on va parler de l'expatriation au féminin, mais pas version guide pratique. Des récits vrais, puissants, inspirants et sans filtre qui, j'espère, vont te booster et t'inspirer. Bienvenue dans Girls in Expat. Aujourd'hui, j'accueille Ophélie Bécavin. Elle a 35 ans, parisienne de cœur, et pourtant expatriée à Milan en Italie. Le jour où elle apprend que son mari est sur le point d'accepter une opportunité à l'étranger, Ophélie panique. Attachée à sa liberté, à ses racines et à son indépendance, c'est un véritable tremblement de terre. Dans cet épisode, Ophélie parle en toute transparence de ses peurs, de ses angoisses et des limites qu'elle a posées avec son conjoint pour oser s'expatrier. Elle nous rappelle l'importance de prendre du recul, de trouver les bons compromis et surtout de lâcher prise et vivre l'instant présent. Je te laisse avec l'épisode et te souhaite autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à échanger avec mon amie Ophélie. Bonne écoute et à tout à l'heure. Coucou Ophélie. Salut Tess. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Oui, merci. On enregistre à Milan. Je crois qu'on peut le dire, dans la vraie vie, on est très copines, toi et moi. On peut le dire, très copines, ouais. Donc, c'est pour ça que ça me tenait d'autant plus à cœur de te recevoir sur le podcast. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'expatrié. Voilà, qui n'a pas toujours été une évidence à la base. Ouais. Tu as dû clairement affronter et dépasser surtout plusieurs peurs pour franchir le pas de l'expatriation et qui finalement t'offre plein de belles choses. Mais on va parler de ça aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter en me donnant ton nom, ton âge, d'où tu viens et où tu es aujourd'hui expatriée, s'il te plaît. Hey. Alors donc, je m'appelle Ophélie, j'ai 35 ans. Je suis née en région parisienne, dans le 95, le Val d'Oise. Je suis expatriée à Milan. Bon, comme tu l'as dit au début, on se retrouve à Milan. Voilà. Et ça fait 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi que tu es à Milan maintenant. Oui, 2 ans et demi. Alors, si on part du tout début de comment cette histoire a commencé, je crois qu'elle a tout d'abord commencé par une rencontre, non ? Bah alors oui, elle a commencé par une rencontre en 2018, une rencontre un peu imprévue dans le sens où on sortait de relations sérieuses et on n'était pas du tout dans un mood de se remettre en couple, ni lui ni moi. Donc vous l'avez deviné, c'est la rencontre avec mon mari qui s'est passée de manière assez inattendue, assez spontanée. Les choses se sont faites naturellement. Et voilà, et lui est italien. Il vivait à Paris depuis 12 ans. Un Italien, comme c'est surprenant. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Il vivait à Paris depuis 12 ans. Il était... Moi, j'aime bien dire il est plus parisien que les Parisiens. C'est assez drôle parce qu'il a des expressions de français. Enfin, les gens qui le connaissent et qui l'entendent parler sont impressionnés par son niveau de français et par sa maîtrise. Forcément, au bout de 12 ans... Oui, et puis... Le gars maîtrise, quoi. Ouais, non, mais complètement. Et puis, il travaille, environnement de travail, donc c'est vraiment en plus le français. Dans quoi il travaille, du coup ? Alors, du coup, il travaille en finance. Ok. Mais alors, attends, du coup, tu le rencontres comment, exactement ? Eh bien, alors, on se rencontre sur une petite app de rencontre, dont le concept était matcher avec vos voisins. Et voilà. Et du coup, c'était assez marrant parce que forcément, tu matchais avec des gens qui étaient autour de toi. Que tu avais forcément croisés sans les avoir vus. Voilà, tu les avais croisés. Vous aurez capté à peu près l'idée d'application qu'on sous-entend. Voilà, exactement. Du coup, Et je me souviens, c'était drôle parce que sa photo de profil, c'était avec un petit chien. Moi, j'avais des photos de l'Italie sur mon profil aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, la première phrase qui est sortie, je crois que c'était un truc... « Oh, il est trop mignon, ton chien. Oh, bah, t'aimes l'Italie. » Un truc, mais nul. Viens, on se date, quoi. Non, et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Et on s'est rencontrés autour d'un brunch. Et ça a duré des heures. Parce que je crois que... Enfin, tu sais, c'est un peu ce truc où quand tu matches avec des personnes, tu perds un peu la notion du temps, tu vois, dans les échanges que tu as avec eux. C'est vrai. Et avec lui, ça a été vraiment une rencontre comme ça. Vraiment un match cérébral, intellectuel. Donc, c'était cool, quoi.
On était sur la même fréquence. Surtout qu'à la base, tu me disais que tu n'étais pas spécialement dans une démarche de rechercher l'amour, de rechercher une relation sérieuse. Tu sortais, je crois, déjà d'une relation qui avait quand même duré, qui t'avait un peu saoulée, et tu voulais justement un petit peu retrouver ton espace, ta liberté. Donc finalement, c'est vrai que cette rencontre, elle arrive de manière complètement imprévue dans ta vie. Oui, parce que, en effet, comme tu le dis, alors moi déjà de base, je suis quand même hyper attachée à ma liberté. Je suis extrêmement indépendante. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans mes valeurs. Et si tu veux, en effet, après 4 ans de relation où il avait été question d'aller plus loin, j'avais déjà eu des relations très sérieuses. J'avais déjà failli me fiancer aussi plus jeune. Voilà. Donc j'étais arrivée à un stade de ma vie où professionnellement, j'étais bien. Je commençais à bien gagner ma vie. J'étais indépendante, j'avais mon appart. Donc voilà, j'étais pas du tout dans l'optique de repartir sur des compromis. Ouais, je vois très bien. Et finalement... Et de chercher les embrouilles. Ouais, c'est ça. D'être là et de te dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Non. Donc voilà, le truc te tombe dessus. Et c'est drôle parce que lui, de son côté, c'était exactement la même chose. Il sortait d'une relation très compliquée. Il avait été un peu abîmé par l'amour. Ah oui, d'accord. Parce qu'il a eu des relations assez tortueuses et assez tumultueuses. Et je pense que lui aussi était vraiment en quête de légèreté. Et puis, loupé, quoi. Donc même lui, en fait, je pense, n'avait même pas forcément lui non plus prévu cette belle rencontre. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je lui dis assez vite que j'ai des sentiments, que je suis amoureuse. Lui met plus de temps à se livrer. Vous emménagez assez vite ensemble ? Comment ça se passe ? On a emménagé ensemble, je dirais, au bout de 8 mois de relation, quelque chose comme ça. Mais étant donné qu'on était voisins, et puis à l'âge qu'on avait, on était quand même tout le temps ensemble. Voilà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était sérieux. Et par la suite, de ce que tu m'as dit, le sol commence à bouger quand même parce qu'il perd son travail. Ouais. On a eu plusieurs années à Paris où on a vécu un peu Les premières années, on va dire, c'était un peu ce long fleuve tranquille. On était vraiment... Alors, on a 2 caractères assez forts. On est 2 hypersensibles avec des traumas de vie assez similaires, mais des manières très différentes d'y répondre. C'est-à-dire que moi, je vais être vraiment dans l'expansion de mes sentiments, ça sort. Lui, il va être plus dans la retenue, mais à un moment, il va plus pouvoir retenir. Donc, on avait déjà une relation, parfois, qui pouvait être tumultueuse. Le confinement aussi n'a pas aidé. Bien sûr. Mais on a toujours eu cette intelligence commune d'arriver à redescendre et communiquer pour essayer d'aller vers quelque chose de plus constructif et de plus serein pour notre relation. Et donc voilà, on était quand même ponctués de petites vagues de haut, de comme bas. ça. Mm-hmm. Mais bon, j'ai envie de dire qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est sûr. Et le moment où c'est devenu compliqué, en effet, il avait trouvé un super poste, il était très heureux dans son travail. Malheureusement, cette entreprise se fait racheter et il perd son travail. Et là, pour lui, on touche à quelque chose de vraiment difficile, vraiment sensible. La peur du manque, la peur de plus avoir de sens, de pas retrouver quelque chose derrière. De pas réussir peut-être aussi. Oui, peut-être aussi une forme de peur de se retrouver face à soi-même. Ouais. Besoin d'accomplissement également. Oui, complètement. Ouais. Il est très heureux dans son travail, il aime ce qu'il fait. Donc il y a eu un moment là où on a touché quelque chose de sensible. Et du coup, à ce moment-là, il me dit bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien pour moi à Paris. Qu'est-ce que tu dis que je m'ouvre un peu les chakras et j'élargis un petit peu la recherche. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, ça fait red flag. Toi qui es parisienne, très attachée à ta ville, t'es née là-bas, t'as grandi là-bas, ta famille est là-bas. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontrés, une des premières questions que je lui ai posées, c'est « Est-ce que tu comptes rentrer en Italie un jour ?» Et il m'a dit « Non, pas du tout. Moi, je suis bien à Paris. Je suis plus parisien que les Parisiens. » Je crois que c'est la phrase qui a convaincu, quoi. Voilà. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma petite to-do list, ça, c'était vraiment en haut.
Et je lui avais dit, je pense que si il m'avait dit oui, je rentrerai en Italie, j'aurais peut-être même pas continué à discuter avec lui. C'était clairement un critère non négociable. C'était un critère, ouais. Pourquoi ? Parce que au-delà du fait que j'étais très attachée à Paris, j'ai eu, dans mon expérience passée, j'ai déjà suivi quelqu'un que j'aimais. La personne avec qui tu as failli te fiancer ? Exactement. Okay. Quand j'étais plus jeune, j'étais très jeune. Ah oui, donc c'est un move que tu avais déjà fait, qui s'était pas forcément bien terminé et tu voulais clairement pas retourner là-dedans. Exactement. J'avais été très amoureuse de ce garçon, mais extrêmement amoureuse. Et devoir choisir entre moi, finalement, et lui, ça a été quelque chose de très, très douloureux. Et je m'étais dit plus jamais. Donc vraiment, j'étais plus jamais. The critère, quoi. Ah oui. Ok. Le trauma, quoi. Oui, donc là, en fait, quand il te dit « je vais élargir un petit peu mes recherches », tu flippes un peu. Il y a une petite lampe qui s'allume, là, une petite alerte qui me dit « bon, réfléchis bien à ce que tu vas répondre ». Donc je réfléchis quelques minutes et je lui dis... Système d'autodéfense, quoi. Exactement, mais complètement. Bah oui. Et à ce moment-là, je lui dis « alors, ok, why not ? En revanche, je te donne 3 villes et ce sera ces villes-là et rien d'autre. » Ok, au moins, c'est clair. Je savais déjà un petit peu. Donc c'était New York, Londres, Milan. D'accord. Voilà. Donc déjà, le cadre était posé. Et à partir de là, il s'avère que il reçoit une proposition chasseur de tête qui lui propose de rentrer dans un parcours de recrutement à Londres. Il décroche le job. Ok. Et il me dit, je le sens pas. Ça va pas le faire. Ok. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Trop de risques. C'est-à-dire trop de risques ? Trop de risques, boîte en Beaucoup finance... Beaucoup de travail, équilibre de vie peut-être chamboulé ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est ça ? Boîte en finance, hyper demanding. Tu comptes pas tes heures. Ouais. Possibilité de te faire virer du jour au lendemain. Ah oui, sans, ok. Voilà, sans raison valable si tu remplis pas les objectifs. Donc beaucoup de pression. Et moi déjà, à cette époque-là, je souffrais un peu de son absence parfois, parce qu'il rentrait tard et que c'était parfois compliqué lourd. à gérer, ouais. Donc du coup, il me dit, je pense que je vais refuser. Ok. Bon, toi, tu te dis, ma foi, si on reste à Paris, ça me va aussi, quoi. Moi, à ce moment-là, j'étais... en vrai, Londres, ça me bottait bien. Ouais. S'il m'avait dit, je le sens, je pense qu'on y serait allé. D'accord. Parce que j'y voyais un peu le côté, l'Eurostar, Paris. Oui, Paris n'est pas bien loin. C'est ça. La famille n'est pas loin. C'était rapide, 2 heures, enfin, c'est pas mal. Puis même pour moi, pour ma carrière professionnelle, c'était super. C'était s'expatrier, mais sans prendre trop de risques pour l'instant. Complètement. Ok. Le risque est toujours très mesuré. Oui. Que... Ok. De toute façon, ça dépend de chaque personne et c'est totalement ok. Donc ça ne le fait pas. Non. Par la suite, il a une autre proposition. Et Ouais. du coup, quelle est cette autre proposition et quand arrive-t-elle ? Et du coup, proposition à Milan. Donc là, on rentre dans un process qui dure plusieurs mois. Moi, à ce moment-là, je suis en train de sortir de ma boîte parce que je commence à tourner en rond, j'ai besoin de passer à autre chose. Et finalement, 1 semaine avant notre mariage... 1 semaine avant votre mariage ? 1 semaine avant notre mariage... D'accord. Il m'annonce qu'il sent qu'il y a un truc qui va se passer là et que ça devrait le faire pour le job à Milan. D'accord. Voilà. Et on se marie le samedi. Le vendredi, donc la veille de mariage, il me dit « Ça y est, j'ai reçu la proposition, c'est bon, on part à Milan. » D'accord, donc lui, il partait comme ça, mais toi, t'étais ok avec ça ? Alors moi... comment moi, tu l'as pris ? Parce que juste avant de vous marier et tout ça arrive très très vite, quoi. ouais, c'était hyper soudain. En fait, là, on rentre dans un petit décalage. Et là, la communication, on se rend compte qu'on perd un petit peu la fréquence. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je lui ai donné le go pour les villes, pour Londres, pour Milan... Ah oui, il s'est dit, c'est bon, elle sera ok. Exactement. D'accord. Il est rentré dans le process qui a duré plusieurs mois. Et il m'a dit, t'as suivi le process, ce qui est vrai, t'as vu comment ça a avancé. Oui, bien sûr. Tu savais que ça allait probablement déboucher sur une vraie proposition, sur un oui. Et moi, à ce moment-là, donc là, j'avais ma petite alerte.
Là, elle a fait comme ça. Là, mais elle a clignoté les gars, mais... Ah là, elle s'est emballée, mais vraiment, quoi. Ben, en plus, juste avant de te marier, on est déjà dans un état d'esprit. Enfin, je veux dire, les invités, on est dans... Pour celles qui se sont mariées, vous le savez, enfin, on est dans le mariage, on n'est pas dans autre chose, tu vois. Mais là, du coup, c'est une information supplémentaire qui arrive, qui est pas petite, où il faut prendre des décisions. Comment tu assimiles tout ça et qu'est-ce que tu réponds à ton mari à ce moment-là? Je l'assimile pas. Je l'assimile pas. Je suis là et je fais, mais... En fait, là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas te dire oui. Ouais. Je ne peux pas te dire oui parce que t'as déjà prévu de dire oui pour Exactement. un truc, on peut pas. Je peux pas dire 2 fois oui, sachant que, comme je le disais, je suis très attachée à ma liberté et toute forme d'engagement dans ma vie, c'est quelque chose que je prends un petit peu avec du recul, qui est réfléchi, qui est extrêmement réfléchi parce que c'est quelque chose qui peut générer de l'oppression. Et là, il me dit ça. Et en fait, il insiste. Mais tu lui dis quoi du coup? Je lui dis, je ne peux pas te donner ma réponse tout de suite. Marions-nous et on répondra après. D'accord. Voilà. Ce que vous avez fait du coup. Eh ben non, parce qu'il a répondu avant. Et il a répondu quand même avant que vous vous mariez? Eh oui, parce que lui, profil contrôlant, anxieux. Ah, je crois qu'il avait peur clairement de perdre cette opportunité. Il avait clairement peur. Et il me l'a dit. Il voulait la garder. Exactement. Et il me l'a dit, il me dit, mais je ne peux pas. En fait, mais c'est comme dans tout process de recrutement. On te fait une proposition, tu réponds pas une semaine, 10 jours après. Non, bah oui. Voilà. Donc il me dit, je dois donner une réponse. Qu'est-ce que je fais? Il faut que que je donne une réponse. Donc moi, là, la sensation d'oppression, là, elle commence à monter, bien comme il faut. Donc je prends un peu mes distances et je lui dis, alors, toi et moi, on va faire un pacte. Toi et moi, on va faire un pacte, on va le signer avec notre sang, je sais rien, on va vraiment s'engager sur l'honneur. On se marie demain de toute manière, donc t'as intérêt à assurer ce que tu vas me dire, tenir tes promesses. Jure-moi que si dans 2 ans, je te dis, je veux rentrer à Paris, on rentre à Paris. On se tape dans la main, ok, c'est parfait. Ok, donc toi, tu poses clairement tes limites, tu poses ton compromis et tu acceptes quelque chose pour lui, mais que lui aussi accepte quelque chose pour toi. Voilà, on arrive à un consensus. Voilà. Sinon, vous ne vous seriez pas potentiellement expatrié. Non. Ouais. D'accord. Non, mais... Sachant que moi, j'avais assuré aussi... C'est important de savoir justement poser ses limites comme ça pour que tout le monde puisse être bien et en accord avec cette décision. Tu vois. Et je pense que, comme je te disais, moi, j'avais assuré J'avais un poste en full remote depuis Paris qui était assuré aussi derrière. Si j'avais eu 0 opportunité professionnelle... Ça l'aurait pas fait. Non, absolument pas. Bien sûr. Et ça, lui, il le respectait aussi parfaitement. Parfait. Donc, on est arrivé, voilà, à un petit consensus. Et on se marie. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Et on vit la journée la plus belle de notre vie. Entouré d'amour, nos proches. Enfin... Comme tu disais, quand on se marie, je pense que tout le monde ressent cette vague d'amour là qui te vient, c'est incroyable. Et le problème, c'est que ça redescend aussi après. Oui, après, en général, ce qui se passe, c'est qu'on part en voyage de noces, on reste un petit peu sur ce petit nuage. Donc normalement, même si ça s'arrête, ça continue un petit peu. Du coup, derrière, vous partez en voyage de noces. Qu'est-ce que vous faites après cette bulle d'amour? Ouais, on a enchaîné. Et c'est marrant parce que j'en ai un peu parlé avec d'autres nanas qui m'ont dit que cette espèce de down après mariage, c'est finalement un truc assez commun. Ouais. Et que même enchaîner directement avec la lune de miel, parfois, c'est pas toujours une bonne idée. Et nous, dans notre cas, enfin dans mon cas... Vous l'avez enchaîné ? On l'a enchaîné. D'accord, donc vous avez enchaîné avec la lune de miel derrière. Voilà. Et nous, dans notre cas, ça s'est pas extrêmement bien passé. Donc, c'est assez drôle parce que... Et pourquoi donc? Eh ben, comme je te disais, moi, gros down. Déjà, vous êtes partis en voyage de noces où? On est partis aux Maldives. Non, mais sorry. Genre, vous êtes partis aux Maldives. On est partis aux Maldives. Il y a pire. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on voulait faire un road trip aux États-Unis pendant 3 semaines. Qui est le mode de vacances qui nous ressemble un peu plus. Moi, entre 2 jobs, j'avais pas réussi à négocier la fin de ma période d'essai. Donc, on s'était dit, on n'a que 15 jours finalement, donc il faut qu'on trouve un plan B. Les Maldives, voilà. Alors, au risque de décevoir tout le monde, moi, les Maldives, c'est pas forcément un truc qui me fait rêver sur le papier.
Voilà. Comme je te disais, j'ai un problème avec l'enfermement, l'étouffement, la liberté. Oui, là, c'est effectivement pas le Là, meilleur je me retrouve endroit. sur un îlot de 1 km². Ça fait le tour Loin. en 7 minutes. Complètement au bout du monde, l'eau à perte de vue. Ah ouais. Sensation de waouh. Tu vois ce truc un peu de la cage dorée. Oui, c'est ça. Tu vois C'est le ça. syndrome de la cage dorée, moi j'appelle ça. Ah, et donc, sans t'en rendre compte, vous allez un petit peu vers cette cage dorée post-mariage, quoi. C'est ça. Et en fait, tout ce que je craignais d'un coup se matérialise devant moi sur cet îlot aux Maldives. Et là, je me retrouve dans un resort sur le papier incroyable, entourée de couples qui viennent de se marier, exactement comme nous. Et là, je me dis, mais je suis dans une matrice. C'est pas possible. Je viens de me marier, quoi. C'était et c'est vraiment ce truc. Mais de ce que tu me décris, t'as pas eu cette sensation du coup où t'es un petit peu, pardon l'expression, mais un peu cadenassé, un petit peu bloqué. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je te dis quand je. Je pense qu'il y a aucun tabou à dire ça parce que je pense qu'on peut tout avoir cette peur post-mariage de dire oh punaise ça y est, c'est bon, c'est officiel, fait. Je suis prise pour la vie. Alors ça, c'était pas tant le rapport au mariage parce que j'étais comme j'avais énormément mûri ma décision. T'étais au clair. Toute forme d'engagement, c'est quelque chose que je prends pas à la légère parce que vraiment, je voulais être sûre que j'allais conserver ma liberté. J'avais trouvé le compromis. J'étais en paix avec moi-même. Je voulais me marier, très amoureuse, envie de construire une famille. Suite logique. Et après, c'est une question d'équilibre à trouver pour conserver tes libertés personnelles. Mais je suis intimement persuadée que de toute manière, en couple, on est obligé de faire des compromis. Ah bah oui. Ça, donc il y a pas d'extrême, on va dire. Donc j'étais OK avec ça. Et qu'est-ce qui se passe du coup aux Maldives qui fait que tu le vis vraiment mal? Ah ouais. Explique-moi. Et ben là, tu vois, les Maldives, il y a tout qui remonte. Les traumas, les peurs de pas y arriver, la peur de partir. En fait, tout était changement d'un coup. Alors qu'on était sur un truc hyper stable, qui était posé, on savait où on allait, on restait à Paris, on allait faire notre vie là-bas. Là, d'un coup, bam, changement de boulot, changement de pays. On vient de se marier. Changement de pays pas encore fait. Vous en aviez discuté, acté, trouvé un compromis justement. On était quand même sûr, on va y aller. Oui, bien sûr. Tu vois, vous aviez trouvé votre compromis. On partait, tu vois. Mais du coup, il y a cette peur qui remonte quand même suite à la décision, le retour que tu lui as dit pour Milan. Gros malaise sur cet îlot aux Maldives. Je fais des crises d'angoisse. Je pleure, je me sens mal, je me sens vraiment mal. Je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va pas. J'appelle ma psy, je me souviens, décalage horaire et tout. Je lui dis, ça va pas, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je discute avec mon mari et je lui dis, dans un moment très calme, je lui dis, écoute, on va pas partir. J'imagine la scène. Je lui dis, on part pas. J'y arrive pas. J'y arriverai pas. C'est trop dur. Là, on dépasse les limites. Tu n'y arrives pas ou tu te dis ou tu sens que tu ne vas pas y arriver. Ça ne va pas. Tu paniques. Ouais. Là, pour moi, j'étais arrivée à c'est trop. Il y a un truc qui veut pas. Ça, non. Là, c'est pas possible. Et tu lui dis. Et comment il réagit? Et là, c'est panique. Ah, de son côté aussi, bah oui. Et là, c'est panique. Panique à bord parce que lui, il le prend comme une trahison. Parce que je lui avais dit, oui, on y va. Oui, je comprends. Il comprend pas le revirement de situation parce qu'il est, lui est très droit. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il s'autorise pas à changer d'avis. Et moi, je fonctionne tout l'inverse. Voilà. Les opposés s'attirent. Exactement. J'ai besoin d'expérimenter des choses, d'aller dans un sens, dans un autre, pour me rendre compte de ce dont j'ai besoin. Donc là, on arrive à un moment où, ce que je disais tout à l'heure, on se confronte mutuellement au trauma. Moi, la peur d'étouffer. Lui, la peur d'être abandonné, clairement. Et là, ça sort, là. Le mot sort. On se dispute. On ne trouve pas de compromis. D'accord. En plein sur notre îlot, paradisiaque. Ouais, j'essaie de me mettre dans le contexte. On est aux Maldives, dans un resort magnifique. Ouais. On est quoi, dans votre chambre d'hôtel? On est sur notre maison pilotis, là. Arrête. Voilà. Et on est exactement sur cet îlot, dans ce décor paradisiaque. Et là, il me regarde et il me dit, mais on n'a pas de solution alors. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et il me regarde et il me dit, on va divorcer. Oh! What?
qu'est-ce qu'il me dit ? Mhm. Là, c'est le choc. On va divorcer. Donc là, je me prends ça dans la tronche et je me dis, waouh, ah, c'est chaud. Ok, pose-toi 2 secondes, Nénette. On va laisser redescendre un peu le truc parce que là, on était arrivé à un moment où la communication, on n'y arriverait plus. Ouais. Donc, on se met chacun dans notre coin. On laisse décanter un petit peu. Moi, ça m'a fait un petit électrochoc à ce moment-là. Puis vous rentrez à Paris, de toute manière, derrière. Et on rentre à Paris, exactement. Et j'étais prise entre... T'essayes de me faire du chantage affectif, t'essayes de me loquer, ou c'est juste tes peurs qui ont dépassé ta pensée. Voilà. Mais ça me reste en tête. Parce évidemment. Que les mots sont forts. Sont Surtout forts. juste après s'être dit oui. Ouais. Non, oui. Et on le pense vraiment à ce moment-là. On se dit... Ah oui, donc c'est vraiment un sujet très, très, très sérieux qui se pose, quoi. Ouais. On se dit, peut-être qu'on s'est trompé. Voilà. Peut-être qu'on ne veut puis pas la même chose. Ça peut arriver aussi, enfin, voilà. Mais du coup, vous rentrez à Paris et tu reviens à Paris, dans ta bulle parisienne, avec tout ça en tête, et qu'est-ce que tu te dis ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi ? Donc là, je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de laisser décanter un petit peu les émotions, etc. On revient aussi un peu dans notre quotidien. Et je me fais accompagner régulièrement par ma psy, qui m'aide à me poser les bonnes questions, etc. Du coup, la sensation un peu post-traumatique de « je dois le suivre à nouveau » et cette sensation d'enfermement s'atténue. À partir du moment où je me dis « Ok, en fait, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Il y a peut-être des nuances là qui sont en train de vous échapper et il y a peut-être des solutions avant d'en arriver au cas le plus extrême. On venait de se marier, on était très amoureux. Je veux dire, la base, elle était là. On avait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ce serait quand même con de divorcer sur une histoire de... je veux pas te suivre. D'expatriation, Voilà. Oui. Donc, à ce moment-là, je prends une décision. Je lui dis, je pars à Milan toute seule. Je prends 3 jours et je vais découvrir la ville. Toute seule. Tu Toute pars seule. donc 3 jours toute seule Ouais. à Milan. Tu te prends quoi, un petit Airbnb ? Exactement. Et pendant 3 jours, tu vas à la découverte de la ville. J'ai emmené mon chien avec moi. Quand même. Quand même. Et je pars 3 jours. Et comment se passent ces 3 jours à Milan, du coup ? Écoute, j'arrive dans cette ville. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que, comme beaucoup de Français, l'Italie, c'est quand même un pays où on se sent un peu attiré naturellement. C'est un pays chaleureux. C'est un peu les cousins, voilà. Oui. Moi, j'avais eu cette appétence-là. J'avais étudié l'histoire de l'art. Je m'étais déjà dit que je voulais apprendre l'italien. Donc, j'arrive à Milan. Dans ce petit Airbnb, je me souviens, incroyable, sous les toits, avec une terrasse. Il y avait vue sur la cathédrale de Milan. Et là, je me dis, c'est quand même sympa. C'est chouette. Mais j'étais hyper consciente que le cadre de vie faisait pas forcément mon bonheur, parce que j'avais vécu ailleurs pendant quelques années dans un cadre magnifique. Et je m'étais quand même sentie extrêmement isolée. Oui, puis voilà, toi qui as toujours aimé la proximité de ta famille à Paris... Là, quand même, Milan, tu sais qu'il n'y aura pas la famille. Ouais. Donc, c'est quand même toute une projection qu'il faut se faire pour prendre une décision derrière. Voilà, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu te dis pendant ce week-end ? Quel a été ton processus intérieur pendant ces 3 jours, pendant que tu étais à Milan toute seule ? Eh bien, j'essaye de rien laisser monter dans le mental. Et j'essaye de ressentir et de pas trop me poser de questions. Et de ressentir vraiment la ville... et de voir si je me sens dans une zone de confiance, voilà, si ça procure des sensations agréables. Donc, je me souviens, il faisait une chaleur, on était en plein mois de septembre. Je me prends un ticket avec le bus rouge des touristes. Pourquoi tu fais ça ? Je me prends un ticket, je m'assois dans ce bus et je me dis... Quoi de mieux pour découvrir la ville très rapidement ? Oui, non, mais c'est vrai. Je connais rien, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. J'ai rien demandé, il y avait pas de ChatGPT encore à ce moment-là pour m'aider. Allez, laissons-nous porter. Et je fais le tour de la ville comme ça. Je m'arrête quand je vois quelque chose qui me plaît et vraiment je me laisse porter par l'énergie, etc. Je suis toute seule. Je suis toujours dans une démarche assez
introspective. Oui, mais en même temps ouverte sur tout ce qui se trouve autour de toi. J'observe les gens autour de moi, beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je me sens en sécurité aussi. Ça, c'était hyper important pour moi. Je me sens bien accueillie, je dois dire. À côté de ça, je continue, voilà, ce que je disais, à réfléchir de manière un petit peu spirituelle et introspective. Et je me souviens, j'écoute un podcast sur... Ça aide les podcasts. Ouais. Écoutez Girls in Expat. Surtout. Je me lance dans un podcast sur l'amour. Une nana que j'adore qui fait un podcast sur les relations amoureuses. Et elle parle de la dépendance affective. Et elle parle du fait qu'on ne peut pas construire une relation amoureuse sans faire lien. Et que finalement, la dépendance affective, c'est juste quelque chose de normal. Parce qu'on est des êtres de lien et qu'on a besoin des uns et des autres. Bah oui. Voilà. Et du coup, elle vient déconstruire quelque chose, une espèce de rempart que je m'étais mis suite à cette histoire qui s'était mal terminée. Et je me souviens, quand j'écoute cet épisode, les mots résonnent, je m'en imprègne énormément, et d'un coup, je pleure. Tout sort. Et je lâche tout plein de trucs. En plein Milan. Alors, j'étais pas en pleine rue. Non, j'entends et je visualise très bien, mais pendant que tu es toute seule à Milan. Donc tout ça tombe quand tu te retrouves toute seule avec toi-même dans une nouvelle ville que tu connais pas. Et tout retombe et tout ressort. Mais est-ce que c'est pas finalement le mal qui sort pour finalement te réaligner et prendre par la suite la bonne décision? Ouais. Et là, je sens les peurs qui me quittent. Incroyable. Je me sens apaisée. Dans un sens, de ce que tu me dis, la ville te fait du bien, finalement. Ouais. Parce que c'est pas à Paris que tu as eu ce vide, tout qui est sorti comme ça. Mais je pense que c'était le fait de me retrouver seule avec moi-même et d'accepter de lâcher un peu les remparts. Parce que finalement, c'est dans ces moments-là, souvent on prend des décisions qui sont guidées par des peurs, par des traumas, par des choses qu'on a intériorisées et on s'en rend pas forcément compte. Parce qu'on le prend comme une atteinte personnelle, on dit c'est l'atteinte à mes limites, etc. Oui, sauf que parfois non. Parfois c'est une partie de toi qui est pas forcément à toi, qui a été héritée de ton éducation, de tes traumas, de ton parcours de vie, et ça vient te bloquer finalement. Et ça vient finalement impacter nos décisions. Clairement. Ouais. Voilà. Et donc à ce moment-là, je me sens enfin en paix, et surtout, si je ramène ça au point de vue rationnel et pragmatique, j'ai assuré mes arrières. Voilà. Il faut. J'ai assuré mes arrières. En tant que femme, sur ton expatriation, il faut toujours voilà. assurer. Je me suis engagée avec mon mari sur 2 ans. J'ai un job. Bon, on est bon. Pourquoi ne pas le tenter? Le risque, bien sûr. Il y a rien. Le risque est modéré. Moi, je raisonne beaucoup en termes de probabilité. Ça peut être qu'une expérience positive. Je vais apprendre une nouvelle langue. Allez. Oui, parce que tu parles pas non plus du tout l'italien. Pas du tout à ce moment-là. Pas du tout. Du coup, tu rentres à Paris, tu retrouves ton mari. Là, j'imagine que vous avez de nouveau une discussion qui va plutôt dans le bon sens. Et du coup, vous en rediscutez et c'est décidé, vous irez donc à Milan. Ouais. On rentre. Moi, je suis apaisée. Ouais. Du coup, ça vient rayonner sur nous aussi. Bah oui. Lui, il se sent de nouveau en confiance. Il se sent aimé. Moi, je me sens comprise. Et en fait... Rassurée aussi. Complètement. Bien sûr. Et on arrive à retrouver cet équilibre et on se dit, allez, c'est parti. On met notre appart en location, on fait nos cartons et let's go Milan. Et toutes ces péripéties qui vous ont beaucoup rapprochés, il y a une magnifique nouvelle quand même qui arrive dans tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un petit voyageur qui se glisse dans nos bagages. Qui arrive. Voilà, vous nous voyez venir. Il y a un petit bébé, voilà, qui se met en route en novembre. Et donc tout ça juste avant de déménager. Juste avant de déménager, voilà. On est un petit peu de nouveau dans la lune de miel post-trauma des Maldives. Enfin, la lune de miel fait son effet. Comme quoi, c'est vraiment pas une histoire de lieu, mais c'est vraiment une histoire de posture et de comment on se sent. Parce que cette lune de miel, finalement, on la vit un week-end à Londres, en plein mois de novembre. Où ce bébé se niche finalement. Voilà. Et où on se lance de manière hyper spontanée. Je lui dis, là, il y a un risque quand même. Ok, t'en penses quoi? Let's go. Bon, finalement, ça arrive très vite. Oui, parce qu'alors, attends, janvier 2023, ton mari part à Milan.
Lui, il arrive un petit peu plus tôt que toi. Toi, tu arrives du coup en mars C'est ça. suivant. À ce moment-là, tu es donc enceinte de 5 mois, C'est ça. à peu près. De rien, on passe à tout, quoi, en termes de changement. Genre, tu arrives dans un nouveau pays. En plus de ça, tu es enceinte. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir accoucher à Milan. Exact. C'est un plongeon dans l'inconnu total. Complètement. Parce que accoucher en France, c'est déjà une épreuve, mais alors accoucher à l'étranger, dans une langue où on comprend pas forcément, c'en est une autre. Puis on est loin de sa famille, encore une fois. Comment se passe cette arrivée, du coup, à Milan pour toi, enceinte, sachant qu'après, tu accouches, du coup, en juillet 2023, où naîtra une magnifique petite fille que je connais bien et que j'embrasse bien fort. Comment se passe cette arrivée et comment tu vis ton accouchement à l'étranger? Eh bien, bizarrement, avec toutes les craintes que j'avais eues avant, au point de dire on va divorcer, eh ben, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. J'arrive dans un environnement où, ok, il y a de la difficulté parce que je maîtrise pas forcément la langue, mais bizarrement, ça vient assez naturellement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari étant italien, j'avais déjà commencé un petit peu à m'imprégner de la langue, de la culture, et finalement, ce que j'avais pris comme une possibilité d'enfermement en rejoignant sa terre natale. Bah oui, où il y a sa famille à lui aussi. Exact. Finalement, ça s'avère être une force parce que il est là, je peux me reposer sur lui si besoin, je sais qu'il peut m'aider et je le prends aussi un peu comme un challenge. Et à ce moment-là, c'est cool. Et je pense que toute expatriation doit être vue comme un challenge qui va être positif, même s'il peut être semé d'embûches. Ouais, et j'arrive en me disant, bon, de toute manière, la maternité, j'y connais rien. Que ce soit en France ou ici, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais comme je suis assez contrôlante et que j'aime avoir les choses en main, je prends le temps de me renseigner, je prends le temps de m'informer, je choisis une maternité qui correspond à ce que je veux, parce que j'ai un projet de naissance extrêmement clair et défini. Et tout se passe, mais merveilleusement bien. L'accouchement est super. Notre fille arrive une matinée, un après-midi de juillet. C'est magique. Vraiment, tout se passe très bien. Et puis vient le postpartum. Bah oui, parlons-en du postpartum à l'étranger. Parce que ta famille, pour le coup, n'est pas là ou ne peut pas tout le temps être là. Non. Après, est-ce qu'au mois de juillet, quand même, pour le coup, les gens sont souvent plus en vacances? Oui. Comment t'es accompagnée pendant ce postpartum? Oui. Alors, déjà, moi, à ce moment-là, j'arrive à me dire qu'on relationne très bien malgré la distance. Je suis très proche de ma mère, je suis très proche de ma sœur. Et elles viennent pour la naissance de ma fille. Elles sont là, à mes côtés. Elles rencontrent ma fille. Du coup, ce qui me tenait vraiment à cœur se passe. Mon frère vient, mon père vient. Donc, je retrouve ce petit cocon et ça me nourrit et ça m'apporte ce dont j'ai besoin à ce moment-là. À l'étranger, tout en étant à l'étranger. Exactement. Bah oui. Voilà. Donc là, c'est top. On part en vacances au mois d'août. Notre fille a 3 semaines. On est dans notre cocon. On est tous les 3. On découvre notre enfant. Et c'est top. C'est parfait. On vit vraiment ça très bien. Donc, bien évidemment, les difficultés, les hormones, etc. Mais je me sens accompagnée, je me sens en sécurité et on vit le moment pleinement. Là où ça se complique ensuite, c'est le retour à la maison. Et c'est le moment où mon mari retourne travailler et où moi, je me retrouve seule. Et où la famille repart en France. Et moi, je me retrouve seule avec ma fille. Et là, je pense qu'on est confronté à... Quand on est expat, je pense que c'est particulièrement intense à ce moment-là. C'est particulièrement intense parce que déjà, la maternité, quand tu te retrouves seule avec ton enfant dans un cadre où tu es entourée, c'est particulier. Mais alors là, les journées entières, seule, t'as des amis, mais t'oses pas déranger ou... Enfin, c'était un peu... T'avais un cercle d'amis à ce moment-là? Comment, justement, en devenant mère, t'as recréé ce cercle d'amis à Milan? Alors, pour justement éviter de se sentir seule, d'être accompagnée. Pareil, dans mon petit plan d'attaque, quand je suis arrivée à Milan, ça faisait partie de mes top priorités. Je voulais relationner et je voulais rencontrer avant d'avoir ma fille. Ah bah absolument, à toutes les mamans qui s'expatrient, qui sont enceintes et qui savent qu'elles vont avoir un bébé,
entourez-vous, prenez les devants, c'est hyper important. Ouais. Et j'avais conscience de ça. J'avais conscience que j'avais vraiment besoin de liens. Il faut vraiment l'anticiper, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je me suis tout de suite mis en contact avec l'association des Français à Milan. J'ai rencontré la présidente du club des mamans de Milan, qui m'a... De Milan, de quelle association tu parles? De Milan Accueil. De Milan Accueil, d'accord. Et j'ai rencontré Marine, du coup, qui est une nana incroyable. On l'embrasse. On pense à toi. Et j'intègre ce cercle, finalement, des mamans milanaises. Qui te fait du bien. Extrêmement qui te bienveillant. Des nanas qui vivent la même chose que toi, en plus. Donc, tout de suite, des liens se tissent, quoi. Tout de suite. Ça se fait très vite. Et quand ma fille arrive, il y a cette petite bulle. Et je me souviens très bien que plusieurs fois, même Marine m'écrit, me dit est-ce que je peux venir t'aider? Est-ce que tu as besoin d'aide? Enfin, c'est adorable. C'est adorable. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, t'oses pas forcément demander. Tu veux pas déranger. Et puis, tu contrôles. Tu vois, t'es là. Et si quelqu'un vient pas à toi et te dit laisse, je m'en occupe, tu peux avoir tendance, enfin en tout cas moi, je peux avoir tendance à pas déléguer et à faire tout toute seule jusqu'à m'épuiser. Mais ça, c'est vrai, je trouve, qui est assez incroyable en expatriation, qu'on n'aurait pas forcément en France, parce que finalement, les choses sont, entre guillemets, un petit peu plus acquis. Quand on va à l'étranger, c'est vrai que j'ai l'impression que les uns envers les autres, on est plus spontanés, on va plus les uns vers les autres, comme on sait tous qu'on n'a pas nos familles, en fait. On a une tendance à être plus empathique et à plus aller vers les autres, chercher à créer ce lien, et pour pas être seul, quoi. Ouais. Et ça, c'est chouette, je trouve. Ouais. Et on ne le découvre que lorsqu'on s'expatrie et qu'on s'en va. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un joli état d'esprit. Complètement. Et tu crées des liens. En fait, c'est plus tout accéléré. Plus fort. Oui, non, mais c'est vrai. C'est dingue. Tu crées des amitiés de dingue en quelques mois. Expatriez-vous. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est vrai. Ça, c'est vraiment incroyable. Tu reprends le travail quand même. Ouais. Cependant, ce que tu me disais, c'est que tu perds du coup ton travail vers janvier 2024. Un an après, en fait, je reprends le travail, on reprend le rythme. Ma fille est gardée, la vie reprend son cours, on va dire. À ce moment-là, tu travailles toujours du coup en salarié pour la boîte pour qui tu travailles en télétravail. C'est ça. C'est ça. Mais ça s'arrête assez brutalement, du coup, Ça s'arrête en février 2025. L'entreprise se porte mal. Tu sentais un petit peu cette épée Damoclès au-dessus de la tête et finalement, tu le vis pas plutôt comme un soulagement que tout ça s'arrête? Ouais. À ce moment-là, je le vis comme un soulagement parce que finalement, le 100% télétravail, j'en souffre un peu. Les allers-retours avec Paris, ma fille est très petite, ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation. J'ai l'impression de manquer un peu des choses en n'étant pas un peu au bureau et je prends un peu du recul et je m'éloigne un petit peu de ce job-là. La boîte se porte mal. Oui, donc il y a une vague de licenciements. Les planètes s'alignent et font que il y a une bonne fin à toute chose, quoi. Et moi, à ce moment-là, je suis dans une espèce de saturation en plus de charge mentale parce que mon mari rentre tous les soirs à 21h, 21h30. Il bosse comme un malade. Moi, j'ai pas des horaires très simples non plus. J'ai l'impression de ne pas passer beaucoup de temps avec ma fille. Et du coup, finalement, quand je me fais licencier, c'est une forme de soulagement. C'est une forme de soulagement. Je me dis, OK, on va pouvoir se réinventer, on va pouvoir trouver autre chose avec un équilibre plus respectueux pour moi et aussi pour ma famille. Parce que, en tout cas, moi, je concevais pas de confier ma fille en garde tout le temps. Et j'avais l'impression de passer à côté de plein de choses. Est-ce que tu peux nous rappeler très exactement qu'est-ce que tu fais comme travail pour que les auditrices comprennent un petit peu mieux ce que tu fais? Donc du coup, je suis coach et consultante en communication. Je travaille en identité de marque et stratégie de contenu principalement. Et je faisais ça en tant que salariée. Et à ce moment-là, du coup, on bascule. Ouais, du coup, tu perds ton travail en tant que salarié. Ouais. Et automatiquement, presque comme une évidence ou assez naturellement, tu passes en freelance. C'est ça. Avec des clients qui te suivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais bossé 10 ans en agence à Paris. J'avais déjà fait un petit peu de missions en freelance.
Et du coup, j'avais la chance, en effet, d'avoir déjà un petit réseau. Donc, du coup, en effet, j'arrête mon activité salariée et hop, ça s'enchaîne derrière et les clients sont là. Donc, c'est génial. Donc, finalement, je pensais avoir du temps et pouvoir me réinventer. Ben non. Et en fait, pas du tout. Non, après, on se réinvente parce que tu deviens quand même à ce moment-là entrepreneur. Je deviens entrepreneur, ouais. De salarié, tu passes entrepreneuse, c'est pas non plus un petit gap. Non, mais à ce moment-là, je réalise pas. Parce qu'en fait... ça va vite, déjà. Ça va extrêmement vite. Je reste dans de l'opérationnel. Les clients sont là. J'enchaîne avec des missions. Et finalement, la vie change pas du tout. La vie change pas. Donc, cette transition professionnelle, ouais, tu la vis assez bien. Je m'en rends même pas compte, limite. Et du coup, c'est même un peu déroutant. Parce que je projette quelque chose et finalement, ça se passe pas. Il faut attendre quelques mois. Et là, ça arrive après. Je réalise a posteriori. Je réalise a posteriori parce qu'à un moment, ça se calme. Les clients ont eu ce qu'ils voulaient. Donc du coup, là, je me rends compte que, mais entrepreneuse, ça veut dire il va falloir prospecter, c'est-à-dire il va falloir me réinventer, il va falloir que je développe ma communication. Développer toujours et encore son réseau pour avoir des clients, pour que ça tourne aussi, parce que... Et puis, il était question aussi de moi. Qu'est-ce que je voulais faire exactement ? Est-ce qu'il faut que je me positionne ? Il faut que je sois claire dans ce que j'offre, mes services. Et là, de nouveau, la vague. Angoisse. Panique. Et de nouveau, les petites alarmes de nouveau dans ma tête. Les petites lumières qui s'allument. Voilà. Et là, de nouveau, tout remonte. Ouais. Et de nouveau, grosse crise. Grosse crise parce que... Pourquoi ? Parce que t'as peur de pas te sentir légitime ou de pas y arriver ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est de nouveau dans la cage dorée. On y est. Tout ce que j'avais projeté sur mon îlot aux Maldives arrive. Je me retrouve financièrement attachée, pieds et poings liés à mon mari, à faire une activité entrepreneuriale avec, comme toute activité entrepreneuriale, des hauts, des bas, devoir des tout mois, gérer. Des mois où il y a des clients, des mois à zéro. Où il n'y en a pas. Et on dépend un peu de son partenaire. Et je remets entre les mains de mon mari ma sécurité financière. Qui lui a un emploi fixe, quoi. Voilà. Et qui rémunère bien. Et là, on arrive un peu sur le scénario catastrophe pour moi. Mais vraiment, sur tout ce que je m'étais juré qui n'arriverait jamais. Donc, comme l'expatriation que finalement tu vis, quoi. N'est-ce pas ? Donc, on repart dans des négociations, des discussions, des réajustements, etc. Des compromis à trouver. Exactement. Et refaire la paix aussi avec moi-même et reprendre le temps de me poser et de me dire, OK, qu'est-ce que ça vient réveiller encore à nouveau ici ? Qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit plus aligné ? Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe finalement. Quand tu sens qu'il y a des angoisses, qu'il y a quelque chose qui te fait mal à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque part un problème avec le respect de tes valeurs. C'est que tu es dans un don de toi peut-être trop. Tu as dépassé les limites. Et à ce moment-là, en effet, je me rends compte que je me suis, comme beaucoup de mamans, je pense, je me suis oubliée. Je me suis clairement oubliée. Je suis dans la quête de la perfection maternelle. Je veux faire tout bien. Je veux tout ce qu'il y a de mieux pour ma fille, au point de m'oublier complètement. Dans la quête de perfection de femme, dans la quête de perfection de professionnelle. Ouais. Je veux performer sur tous les plans. Oui, je comprends. Je veux être à 100% sur tous les plans. Sauf mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Et c'est vrai qu'il y a cette frustration qui peut se créer, où on voit l'autre avancer, et nous avoir cette sensation d'être un petit peu freiné, bloqué, et comme tu dis, dépendre de l'autre. Ouais. Moi, j'avais la sensation d'être sacrifiée. Et ça fait peur. Vraiment sacrifiée. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, ah ouais, non. Enfin là, il va falloir trouver une stratégie, une solution, quelque chose pour qu'on puisse rééquilibrer un petit peu. Du coup, vous en avez discuté. Ouais. Et quelles sont les solutions qui sont ressorties de tout ça ? Pour que tu t'y retrouves et que lui s'y retrouve aussi ? Alors, nous, dans notre cas, c'est surtout passé par moi. Changer de posture. Parce qu'in fine, j'ai tendance à penser que le partenaire, bien sûr, qui peut te soutenir.
Moi, il me soutenait, il m'apportait le réconfort, il avait l'épaule quand j'avais besoin de pleurer. Je lui demandais de rentrer plus tôt, il rentrait plus tôt. Il faisait les efforts qu'il pouvait. Mais in fine, moi, je pense que c'est avant tout une question de posture. Ah oui. C'est-à-dire que toi, tant que tu fais pas le boulot pour te dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et je l'assume. Je l'assume pleinement. Oui. Et j'arrête de me prendre la tête avec les on doit, il faut, les discours de si vous voulez votre liberté, faites pas d'enfants. Qu'est-ce que vous racontez ? On peut vouloir des enfants et avoir envie d'être libre. C'est pas. On est tout. C'est pas mal. Les injonctions. Non. Et nous, le problème, c'est qu'en étant des femmes, on est. Les injonctions, il faut être ceci, il faut être cela. De toute manière, on sera jamais assez. Donc en fait, à un moment, faisons un peu fi des injonctions et essayons d'inventer notre recette, celle qui fonctionne pour nous. Et ça, je pense que c'est une quête extrêmement difficile. Je pense qu'elle dure. Je veux pas faire peur, mais je pense qu'elle dure vraiment toute la vie. Ouais, c'est possible. Et je pense que c'est des hauts, des bas, des alignements, des réalignements. Et je pense que tout ça passe toujours par le fait de beaucoup communiquer, beaucoup discuter avec son partenaire quand on est en expatriation. Et parce que voilà, tout est accentué, tout est. Oui, ça vient, tout est amplifié. Et on est dans une société extrêmement patriarcale aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie est très dans ce patriarcat. Oui. On met en place beaucoup de choses pour garder les mamans à la maison, dans la politique, c'est vrai qu'ici, c'est dans très... les aides. C'est démocratisé, enfin c'est très normal en fait. Il y a qu'à voir les crèches par exemple. Presque l'inverse, c'est un peu. Alors après à Milan, dans l'Italie du Nord, les mamans peuvent retourner travailler assez vite. Ouais, mais pas tant que ça. Mais parce que nous en France, on peut mettre la majeure partie mettre les enfants à la crèche ou chez la nounou. Le bébé, il a 3 mois, 3 mois et demi à la fin du congé maternité. Ici en Italie, ça n'arrive quasiment pas. Non, c'est vrai. On attend que l'enfant ait 1 an avant de le mettre à la crèche. La maman reste à la maison. La maman doit s'occuper de l'enfant. La maman doit entre guillemets, un peu on est dans un sacrifier. Système, un schéma familial beaucoup plus traditionnel. C'est ça. On a commencé à déconstruire en France. Ici, c'est un peu plus long. Je pense que ça viendra. On y arrive tout doucement, mais c'est long. Oui, c'est vrai que c'est long. C'est long. Ouais. Et du coup, il faut oser pas faire comme ce qu'on attend de toi, pas faire comme tout le monde. Et ton mari, en plus, qui est italien, qui a quand même grandi en Italie, qui a été lui-même, je pense, élevé par une maman italienne. Quand tu lui as parlé de tout ça, lui aussi, j'imagine, il a dû remettre en question certains schémas, redéconstruire certaines choses. On redéconstruit ensemble. Et du coup, comment votre nouvel équilibre de famille s'est mis en couple quand toi, tu lui as fait part de ces peurs et de cette sensation de sacrifice que tu étais en train de vivre? En fait, lui en avait déjà un peu conscience. L'avantage d'avoir passé 12 ans à Paris, c'est qu'il savait un petit peu comment ça se passait, les Françaises, etc. Le besoin d'indépendance, le besoin d'affirmation de soi. Voilà, c'est quelque chose. Il est assez féministe, finalement, dans le fait d'avoir vécu si longtemps en France. Et du coup, lui, je pense qu'il attendait tout simplement que moi, je prenne un petit peu la décision. Parce qu'à part me soutenir, me proposer des alternatives, tant que moi, je travaillais pas sur qu'est-ce que je veux vraiment, de quoi j'ai besoin pour être dans le respect de moi-même et de mon énergie. Et pour par la suite le mettre bien en action. Complètement. Et je pense que... Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, ça devait venir de moi. Ça devait vraiment venir de moi. Mais je pense que ça doit toujours venir de soi. Je pense sincèrement, surtout en expatriation, n'attendez pas tout de votre partenaire. Et c'est ça qui est un peu piégeux. Attention. Oui. Parce qu'on a tendance à se remettre un peu dans les mains de la personne qu'on va suivre. Et ça, je pense, il ne faut pas. Oui. Alors déjà, j'aime pas trop quand les gens disent « Oh, elle a suivi son mari. Oh, bah oui, il a une opportunité. Bah, elle le suit. » Non, on ne suit pas. On ose aller vers un projet qu'on n'avait pas forcément prévu. On ose partir à l'aventure. Et en fait, c'est un projet qui se construit ensemble. C'est pas un tel qui conduit un projet et donc madame qui suit et qui s'intègre au projet. Non, c'est un projet à part entière qu'on met tous en place, en prenant des décisions, en osant s'expatriant. Et du coup, je pense que même si on s'expatrie parce que, oui, notre partenaire a eu une opportunité, en tant que femme, on doit toujours garder à l'esprit qu'on a fait ce choix de s'expatrier et qu'il faut faire le choix de continuer à se développer en tant que femme, en tant que personne, en tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que femme tout simplement intérieure.
et que tout ça, ça demande toujours un travail très profond et qu'il faut toujours garder à l'esprit et ne pas s'oublier. Ouais. Et ne pas, comme on disait, tout remettre dans la main de l'autre, parce que Oui. ce n'est pas son rôle. Votre bonheur ne doit pas dépendre de l'autre, Oui, en oui. fait. Et finalement, ça marche dans les deux cas de figure. Qu'on suive sa femme ou qu'on suive son mari, c'est une question de posture et de pas se sacrifier Tout à et fait. de pas créer un déséquilibre dans le rapport de force, finalement. C'est ça, je pense, qui est aussi hyper important. Et c'est se dire, OK, peut-être que moi, à cette période de notre vie, je ramène pas d'argent ou je contribue pas à la sécurité financière. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'élève des enfants. Je fais en sorte que on se sente bien dans cette maison. Bah oui, que tout l'écosystème ait un bon équilibre Voilà. à l'étranger. Bah oui. Et ça, c'est pas reconnu dans notre société aujourd'hui. On ne touche pas d'argent pour ça, mais parce qu'on est dans une société patriarcale. On aurait pu construire une société matriarcale, il n'y aurait pas eu de capitalisme, je ne sais pas ce que ça aurait donné, où on aurait été dans une logique où, par exemple, ce qui est valorisé, c'est de rester à la maison, c'est de s'occuper des enfants, c'est de faire le lien, c'est d'être la matriarche, finalement. Ça aurait pu se passer comme ça. Et c'est une force incroyable. Mais on nous oblige parfois un peu à l'oublier. Et nous, on a tendance à l'oublier aussi. Donc c'est important de se le rappeler. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que vous êtes à Milan, installé. Vous visitez, par hasard total, complètement, une maison cet été, du coup, en été 2025, c'est assez récent, une maison pour laquelle vous avez littéralement le coup de cœur. Ouais. Tu la vois là, la nana complètement dans ses paradoxes et ses contradictions, qui a peur de s'étouffer, mais qui achète une baraque. Mais qui va toujours en Italie. quand même vers l'imprévu. Et vous décidez d'acheter cette maison. Pourquoi, en fait? Est-ce que c'est un moyen pour toi, pour vous, de vous ancrer davantage parce que vous en avez besoin, ou c'est tout simplement un coup de cœur qui s'est présenté à vous et assez naturellement, vous décidez de poursuivre l'aventure en achetant cette maison? Est-ce que ça veut dire que vous comptez, pour le coup, vous décidez de rester pendant un certain moment ou pas? Alors, comme tout un peu dans notre vie, c'est un mélange entre la raison et le cœur. Voilà. On est sur une démarche pour moi qui est hyper spontanée, qui vient vraiment du cœur. À la base, on cherche une maison secondaire pour les vacances, pour y retrouver notre famille, dans une logique de le jour où on rentrera à Paris, on aura un pied-à-terre ici. En Italie. Et finalement, voilà, le hasard, on trouve cette maison à Milan. Mais parce que tu reçois une annonce, comment ça s'est passé exactement? En fait, on était sur des alertes et mon mari, en bon stalker contrôlant qui peut être, se dit « Regardons quand même, sait-on jamais, peut-être qu'il y a une belle opportunité d'investissement ici à Milan. » Et il m'envoie cette annonce. Je lui dis « Mais c'est fou, c'est une maison individuelle. » Dans un quartier qu'on connaît pas plus que ça. C'est incroyable parce qu'à Milan, précisons-le, c'est pas simple de trouver une maison individuelle, surtout assez proche de Milan même. On est un peu excentré, du coup. On n'est pas dans le centre historique, mais ce qui nous va très bien, parce qu'on est attaché à notre tranquillité. Et en fait, ce qui nous séduit dans ce projet, c'est que c'est une maison au vert, au calme, et on est à 10 minutes en métro du centre historique. Oui, mais donc on arrive de nouveau dans cet équilibre qu'on cherche, et on se dit, allons la voir, allons la visiter. Oui, ça coûte rien. Allons-y. Et là, on s'y voit. Il y a des travaux à faire quand même ou pas dans cette maison? Il y a de la réno. Il y a un petit peu de rénovation, de la remise au goût du jour. Parce que ça aussi, mine de rien, entamer des rénovations à l'étranger, surtout en Italie, c'est un nouveau parcours du combattant. Ceux qui ont fait des travaux, ceux qui l'ont fait le savent. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, préparez-vous. Ils sauront bientôt. Non, voilà, on a avant tout un coup de cœur. Et mon mari est rassuré parce que la démarche pragmatique derrière aussi est cadrée. Voilà, on est cadré quand même. On est sur un projet de cœur, mais cadré, avec une prise de risque modérée, etc. Yin et yang. Exactement. Parfait. Voilà. Donc voilà, de nouveau, on est dans cet équilibre-là et du coup, on se lance. On se lance. Et moi, je le vis comme un projet de vie à plus ou moins long terme. Ça va être une maison où on va pouvoir faire à notre goût, où moi, du coup, je vais aussi retrouver un peu de mon pouvoir parce que
elle va refléter ma personnalité, elle va refléter qui on est, et on va avoir cette tranquillité. Et c'est ce truc de te dire t'es chez toi, c'est un truc qui est à toi. Et oui, c'est à l'étranger. Oui, c'est... Mais c'est ta bulle. Exactement. Bien sûr. C'est exactement ça. Donc tu le vis plutôt comme quelque chose de positif et qui effectivement t'ancre davantage à Milan, en Italie, que finalement une certaine panique qui parfois peut monter, où tu te dis, oh là là, j'achète une maison, mais du coup, je peux probablement rester très très longtemps là encore. Ou alors, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que y a quand même un mélange de ces deux émotions, ou t'es quand même plutôt rassurée et les peurs s'en vont? En fait, aujourd'hui, avec tout le voyage intérieur que j'ai fait depuis que je suis ici, tout ce travail que j'ai pu faire et toutes ces peurs que j'ai traversées, je me rends compte que on a toujours le choix. Ah, ça. On a toujours le choix. Et ça me fait un bien. On a toujours le choix et ça n'a pas besoin d'être soit blanc, soit noir. Donc oui, on achète une maison à l'étranger. Oui, a priori, ça veut dire qu'on s'ancre un peu plus ici. Mais ou pas. Ou pas. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui est important, d'un petit peu... En fait, c'est apporter un peu de nuance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on achète une maison qu'on est obligé d'y rester 20 ans. On peut très bien se dire à un certain moment, on la revend pour un autre projet. C'est juste que là, aujourd'hui, dans l'instant présent, ça correspond à ce dont on avait envie. Et finalement, moi, ce qui m'apaise énormément, c'est aussi d'être dans cet instant présent et d'être en paix avec, ok, on réfléchit ici et maintenant. Et si demain c'est autrement, c'est ok. On a le droit de changer d'avis. Ça, précisons-le quand même, c'est un état d'esprit qui est venu avec le temps, avec l'expatriation. Complètement. Parce que quand on était à Paris, si on rembobine un petit peu, avant de t'expatrier quand tu étais à Paris, c'était pas encore totalement un état d'esprit que tu avais développé en toi. Non. Donc là, déjà, sur tout le long de l'interview, les auditrices peuvent s'apercevoir du chemin qu'on peut faire avec soi-même pour encore mieux développer des projets par la suite. Ouais. En fait, pour moi, je pense que dans mon cas, l'expatriation, ça m'a mis vraiment face à des choses hyper difficiles, hyper douloureuses, hyper inconfortables. Face à tes peurs, à tes angoisses, on peut le dire. Des traumas même, je pense. Ouais, bien sûr. Et on en a tous, ça c'est... Ouais. Et finalement, le jour où tu les regardes en face et t'apprends à leur dire « Hey, salut, je vous vois, vous êtes là. » Mais vous n'allez pas m'empêcher de faire la vie que j'ai besoin de mener. Et vous ne me faites pas peur. Voilà. Et surtout quand t'apprends aussi à modérer un peu. Voilà. À te dire, encore une fois, c'est pas soit blanc, soit noir. Et il y a des compromis. Et il y a des portes de sortie. Pour moi, c'était essentiel. Il fallait que je puisse me dire, j'ai une porte de sortie. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis très bien ici, mais il y a des moments aussi où je suis pas bien. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je prends un billet, je rentre à Paris. Et je vais me ressourcer. Et c'est OK. Et tu reviens et tu te sens mieux. Voilà. Et si j'ai besoin de le faire, je sais pas, moi, tous les mois pendant 3 mois, je le fais et je m'y autorise. Et je pense que déjà, le fait de s'autoriser à faire ce dont on a vraiment besoin et ce dont on a vraiment envie, c'est déjà, pour moi, c'est déjà gagné. Parce que c'est un peu ce truc aussi de, tu sais, quand les choses sont à ta portée de main, rien que le fait de savoir que tu peux les faire, ça te soulage, t'es content. Oui, bien sûr. Ça veut pas dire que tu vas le faire. Mais tu as la possibilité de le faire. Et ça change tout. Tu as un mantra. J'aime bien finir en général les épisodes quand ça touche à sa fin par vos mantras. Ton mantra à toi, c'est lâcher prise, laisser faire. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ouais. Comment tu incarnes ça pour le coup au quotidien, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer cet épisode, tu as envie de véhiculer aux Girls in Expat qui nous écoutent? J'ai envie de dire, foutez-vous la paix. Mais vraiment, foutez-vous la paix. Lâchez prise. Vous êtes comme vous êtes et rayonnez comme vous êtes, en fait. Vous n'avez pas à être plus ceci, cela. Essayez, encore une fois, de faire fi un peu des injonctions et de ce qu'on attend de vous. Voilà. Et c'est pas parce que vous êtes peut-être... Vous avez suivi votre conjoint ou quoi, que vous avez moins de valeur. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Vous êtes précieuse, vous êtes extrêmement précieuse. C'est un peu cette expression. J'aime pas trop ce truc-là, mais derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais. Et finalement, le rapport de force, il est comment?
Parce qu'il ne serait pas grand-chose sans vous, mon mari, si vous n'étiez pas là. Non, ça, c'est sûr. Et vice-versa aussi. On a aussi besoin d'eux. C'est vrai, on va pas non plus leur taper sur les doigts. Quoi. Non, absolument pas. C'est pas l'idée. C'est un équilibre se trouve, qui est précieux et qu'il faut savoir chacun alimenter. Ouais. Perdez pas votre vérité et perdez pas votre puissance. Ouais. Votre douceur. Et soyez toujours à la quête de cet équilibre qui fonctionne et qui évolue à travers le temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Et autorisez-vous à changer aussi. Ça fait beaucoup surtout, de messages. Oui. Autorisez-vous à changer d'avis. Vous repartez avec plein de choses là, je pense. Ophélie, merci infiniment. Merci à toi. Pour ton partage extrêmement riche, très transparent. On est allé vraiment en profondeur. Voilà, comme quoi on peut juste apprendre à apprivoiser toutes ces nuances, à apprivoiser toutes ces peurs, ces angoisses et en faire clairement une véritable force. Et j'espère que ça inspirera beaucoup de Girls in Expat qui nous ont écoutés et qui s'identifieront peut-être à toi, à des peurs similaires et qui sauront les dépasser pour créer cet équilibre d'expatriés parfait. Voilà. Je te fais un gros bisou. Gros bisous. Prends bien soin Merci, de toi Tess. et je te souhaite le meilleur pour la suite sur Milan. Toi aussi. Bisous. Ciao. Voilà ma beauté, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a peut-être déculpabilisé et inspiré à tracer ta voie toi aussi. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et laisse ton avis parce que j'adore lire vos retours. Et surtout, partage-le à une amie si tu penses que ça peut lui faire du bien. Rejoins aussi la communauté Girls in Expat sur Instagram pour suivre l'aventure et venir discuter avec moi, si le cœur t'en dit bien sûr. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview et déjà la semaine prochaine pour un prochain épisode solo. Oui, je sais, c'était pas prévu, mais j'aime trop vous parler, c'est tout, c'est comme ça. Prends bien soin de toi, ma beauté. Je t'embrasse et je te dis à très vite.